Échiquier international, soyez les bienvenus. Utiliser la famine comme arme contre les Razaouis et les Palestiniens est une violation des conventions de Genève de 1948 et des lois de la guerre, c'est-à-dire qu'on affamerait une population en plus de la bombarder sans arrêt, aveuglément, avec des bombes chargées pour faire un maximum de dégâts de civils. Voici en quelques mots le tableau sinistre de Gaza depuis 4 mois. Il devient même pour les alliés de l'entité sioniste le fait est de soutenir ouvertement ces exactions, tout simplement une forme de complicité des alliés dont l'opinion populaire s'organise bruyamment pourtant et de plus en plus pour dénoncer l'alliance de la honte de leur gouvernement, pour ne pas dire, comme je viens de l'expliquer, une complicité de massacre et de barbarie. Comment donc nommer ces esprits flanqués pourtant de modernité, dit-on, et qui décident d'un commun accord de couper les aides humanitaires, non seulement pour les Razaouis, mais également pour l'ensemble des réfugiés de Palestine, avec un quotidien d'infortune au sein des camps de l'ONU, pour ne citer que, pour tenter de justifier le gel du financement de l'agence onusienne Assistance et Malheureux. L'UNRWA, les principaux pays donateurs, invoquent sans enquête aucune l'aveu sous la torture de quelques Palestiniens, mais au-delà, utiliser la faim comme moyen de coercition à toute une population, cela s'apparente à une punition collective et fait partie de la fuite en avant meurtrière de l'entité sioniste. On en parle et c'est tout de suite avec notre invité du jour dans quelques secondes. La riposte internationale contre Gaza avec des pays donateurs à l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, on l'a dit, est une punition collective, voire au-delà. Priver des réfugiés ayant tout perdu, les priver de leur ration, parfois des soins, est un des visages les moins reluisants des démocraties occidentales. Pour en parler, je reçois l'essayiste Mohamed Taleb, auteur de nombreux ouvrages, comme par exemple Israël, prélude d'un déclin autoprogrammé. Mohamed Taleb, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie aussi. Alors, Mohamed Taleb, vous intervenez à partir de l'Allemagne et de la ville de Munich, pour être exact. Alors, on a vu les opinions occidentales s'organiser pour dénoncer les bombardements sur Gaza et surtout la complicité de leur gouvernement parfois avec l'entité sioniste. Quelle est la situation en Allemagne concernant cette question? Eh bien, il y a une contradiction entre ce qui représente la rue en Allemagne, à Berlin, à Munich ou dans d'autres villes aussi, et les décisions et le comportement du gouvernement allemand et des institutions allemandes. On l'a vu récemment lors de la célébration de la mémoire du Holocauste le 27 janvier dernier, 2024. Et entre autres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait écrit que le Hamas était en relation presque directe avec l'Holocauste et que le Hamas était à l'origine de la montée et de l'exaspération de l'antisémitisme en Allemagne. Et entre autres, il y avait une petite dans sa déclaration et dans la déclaration écrite de l'Union européenne à propos de cette célébration, il y a eu un gros mensonge
en ce qui concerne la libération du camp de concentration de Auschwitz en Pologne, qui a été le 27 janvier 1947. Et selon l'Union européenne, ce sont les troupes alliées qui ont libéré le camp de concentration, alors que c'était l'armée rouge soviétique et uniquement l'armée rouge soviétique a libéré ce camp de concentration. Donc, mensonge d'un côté et manipulation à travers les médias aussi. Les médias sont principalement à côté ou relaient les décisions gouvernementales. Nous savons que les médias allemands sont dans les mains de gros manias financiers, comme entre autres Burda, Springer Verlag, des éditions Springer, qui refusent toute critique à Israël ou aux actes commis par Israël. Et comme je disais tout à l'heure, bon, il y a une contradiction énorme entre ce que représente la rue en Allemagne, mais tout ce qui est pro-palestinien est considéré d'avance et d'office comme antisémite. Donc, il y a une exaspération de ce soutien inconditionnel de l'Allemagne en particulier, mais de l'Europe en général, et aussi des États-Unis, bien sûr, aux actes commis, aux crimes commis par Israël en ce moment à Gaza, et non seulement à Gaza, mais même en Cisjordanie. Comment vous expliquez justement alors le soutien de l'Allemagne, un soutien sans sourciller à l'endroit de l'entité sioniste à travers ces séquences de bombardements qui durent depuis 4 mois? Est-ce que c'est à cause du passé lourd de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, ou selon vous, il y a d'autres raisons? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il n'y a pas des voix dissonantes? Absolument, c'est le passé de l'Allemagne qui est toujours actuel, et toute critique à l'État d'Israël, et d'ailleurs l'ex-premier ministre, Madame Merkel, en a fait une raison d'État, à même de soutenir l'État d'Israël sous n'importe quelle condition, sous n'importe quel motif. Et quoi que cet État sioniste fasse à l'encontre du peuple palestinien, on admet tout ce que se fait au nom de ce passé qui est très, 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 très lourd pour les institutions en Allemagne. Alors, vous l'expliquez très bien, hein, l'Allemagne n'a pas fini avec son passé. D'ailleurs, toute l'Europe, apparemment, et ce passé ressurgit quand on voit les images à travers la Palestine. Alors, vous, je le disais, vous intervenez à partir de Munich. Munich, on connaît les liens de Munich avec le nazisme, encore une fois, l'histoire. Est-ce que les Allemands se sont encore coupables par rapport à la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on sent encore ce... Oui. Bon, il y a une jeunesse qui prend peu à peu des distances de ce passé très, très lourd, mais les institutions allemandes sont toujours debout pour représenter cette lourde responsabilité, peut-être. Pardon? Responsabilité, sans doute, c'est le mot que vous cherchez. Cette lourde responsabilité dans la tragédie juive, et en particulier celle de l'Holocauste. Mais ça, c'est en Allemagne. Mais il y a toute l'Europe qui, pendant des siècles, a effectué une persécution à l'encontre des Juifs. Et ce qui n'est pas compréhensible, c'est que comme le dit justement
Edgar Morin, qui est lui-même juif, mais sociologue et philosophe, comment est-il possible qu'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles par l'Occident, chrétien, raciste, etc., colonialiste, etc., peuvent devenir des persécuteurs et un avant-poste de l'Occident enfin un avant-poste violent, de violence et de crimes dans le monde arabe. Et c'est ce qui fait les choses un peu compliquées parce que on ne comprend pas cette cécité, cet aveuglement sur ce que commet l'État sioniste en ce moment. Et le problème, c'est que il y a une relation, on fait une relation directe entre le Hamas qui, soi-disant islamiste, et qu'on traite de terroriste de toute manière, et cet holocauste en particulier, et même à la persécution de l'Occident chrétien envers les Juifs. Il n'est pas question de dire, par exemple, que les Israéliens ou les sionistes tuent des enfants en Palestine, à Gaza en particulier, parce que cela renvoie à une légende antisémite qui remonte au Moyen Âge et qui dit que les chrétiens ont accusé des Juifs d'avoir tué des enfants pour en extraire le sang pour des rites, pour Pessa, l'azim de Sion, le pain de Pessa, c'est un rituel, effectivement. Voilà, mais c'est une légende qui remonte à 1144, et qui remonte en Angleterre. L'origine, c'est en Angleterre. Mais ça refait surface à chaque fois que les résistants palestiniens font quelque chose, réagissent à la violence et à l'agressivité, aux agressions sionistes. Mohamed Taleb, alors justement, on en parle, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ressurgit à travers les événements à Gaza, justement, lors des jugements de Nuremberg de 1945 et 1946, des dignitaires nazis, la famine délibérée a souvent été invoquée comme crime contre l'humanité. On sait que les officiels ou les officiers de la Wehrmacht avaient d'ailleurs utilisé l'arme alimentaire pour réduire, par exemple, la résistance au sein du ghetto de Varsovie. Difficile de ne pas voir pourtant le parallèle entre une aide humanitaire qui ne pénètre plus à Gaza et qui menace 2 millions d'habitants avec certaines séquences macabres de la Deuxième Guerre mondiale. Une petite parenthèse, il y a eu au ghetto de Varsovie, il y a eu une révolte en mai 1943 qui est évidemment réprimée avec violence par les nazis, mais c'était des Juifs qui se révoltaient contre les nazis en ce moment, et cet acte de révolte a été considéré, ou est toujours considéré comme un acte d'héroïsme, tandis que, en ce qui concerne le Hamas, quand il fait pratiquement la même chose contre l'occupation sioniste, ce n'est plus un acte d'héroïsme, mais c'est un acte de terrorisme dans ce cas. Retournons à la question alimentaire. Ce qui fait scandale, c'est qu'en ce moment, l'Union européenne a décidé d'octroyer 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine pour sa lutte, soi-disant pour sa lutte contre la Russie. Et d'un autre côté, on a cette cessation de paiement, disons, d'aide, ce refus d'aide à l'UNRWA
l'UNRWA, oui. À cause de soi-disant une accusation qui a été faite par Israël concernant 12 employés de cette UNRWA, c'est une organisation humanitaire qui s'occupe des réfugiés palestiniens depuis 1948 et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement à Gaza, mais qui est un peu partout, au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte. Alors, la population au sein des territoires palestiniens meurt de faim, elle est poussée au bord du gouffre, a dénoncé un responsable de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, après les 4 mois, après le début des bombardements qui ont provoqué une crise humanitaire majeure à Gaza. De son côté, l'entité sioniste refuse toute trêve tant que le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste, tout comme les États-Unis et l'Union européenne, ne serait pas éliminé. Un commentaire. Alors, disons, l'entité sioniste n'a pas réussi jusqu'à présent à venir à bout, disons, d'une certaine manière, de la résistance du Hamas. C'est une catastrophe, il faut proprement le dire, carrément. C'est une catastrophe après 4 mois d'agression, de bombardement, etc. L'État d'Israël n'arrive pas à venir à bout de la résistance du Hamas. C'est une catastrophe pour les sionistes. En 1973, après la première débâcle de la guerre de 1973, le 6 octobre 1973, les sionistes ont réussi, avec l'aide d'un pont aérien continu entre les USA et Israël, à remporter, disons, la bataille. Mais cette fois-ci, après 4 mois, la dernière fois, c'était après 25 jours, 1 mois environ. Cette fois-ci, après 4 mois, l'État d'Israël n'arrive pas à vaincre le Hamas. Ceci sur le plan, disons, militaire, opérationnel, etc. Sur le plan de la situation, d'après l'étude d'une organisation IBC, Global Initiative, la situation jusqu'au début du mois de février est catastrophique pour Gaza. Il s'agit de près de 600 000 personnes qui vivent dans la catastrophe, dans le besoin essentiel, 1 200 000 personnes environ qui vivent dans l'urgence et 500 000 personnes qui vivent en crise, 25 000 personnes qui vivent totalement stressées et aucun ne bénéficie d'une sécurité alimentaire. Personne. Alors, Mohamed Taleb, vous avez écrit il y a quelque temps un ouvrage portant le titre « Israël, prélude d'un déclin autoproclamé ». Pouvez-vous nous éclairer justement sur ce que vous entendez par ce titre? Alors, ce livre est, disons, d'une certaine manière, la continuation du premier livre qui était Palestine, l'histoire d'un hold-up, du plus grand hold-up du XXe siècle. Et ce livre, disons qu'il s'est arrêté à la guerre de 1967. Le nouvel ouvrage d'Israël, prélude à un déclin autoprogrammé, repart de la guerre de 1967 jusqu'à nos jours environ et essaie c'est une étude un peu sur ce qui s'est passé depuis 1967 jusqu'à nos jours. Et j'ai essayé de délimiter les quelques raisons qui peuvent mener ou qui pouvaient mener à ce déclin de l'État d'Israël, de l'État sioniste. Bien entendu. Alors, d'un côté, on a une situation internationale
qui est bouleversé. Il y a un chamboulement dans le rapport de force. Nous avons une nouvelle situation, nous avons des nouveaux pôles émergents, la Russie, la Chine, l'Asie de manière, et même l'Amérique latine de certaines manières, et certains pays du Moyen-Orient, comme l'Iran par exemple. Et donc il y a un chamboulement au niveau de rapport de force au niveau international. Ceci sur le plan, disons, global. Sur le plan d'Israël, de l'aide occidentale à Israël, c'est une aide qui tend à diminuer dans le futur à cause pour ce qui concerne les États-Unis, il y a une baisse de l'apport des évangélistes au sein du Congrès américain à cause de la baisse justement démographique de ce groupe de population. Et nous avons d'un autre côté, sur le plan européen, une baisse considérable dans le futur de la population européenne, ce qui va dans le futur conduire à une baisse de ce soutien à l'État d'Israël. Parce que d'un autre côté, il y a l'émergence d'autres pays qui ont une autre attitude, qui ont une autre position par rapport à l'État d'Israël et par rapport à la question palestinienne. Et troisièmement, il y a un problème démographique. Le problème démographique de l'État d'Israël est essentiel, est fondamental. Israël a une peur atroce de ce problème démographique. Il y a une diminution de la population malgré que dans certaines franges de la population israélienne, il y a, par exemple, un taux de fécondité assez important, justement dans les installations illégales, les implantations illégales en Cisjordanie. Les colonies sauvages. Ce sont en général des juifs radicaux, voilà, religieux, totalement radicaux, mais qui ont un taux de fécondité assez important au sein de leur population. Tandis que d'un autre côté, en ce qui concerne la population en Israël elle-même, il y a une légère augmentation de la population arabe palestinienne, mais israélienne. Il y a aussi des chrétiens au sein de cette population, mais il y a une tendance vers la diminution, vers la baisse de la population israélienne. Merci, Mohamed. Une tendance. Merci Mohamed Taleb. On arrive à la fin de notre entretien. On dira que ce sera une conclusion. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes essayiste et auteur d'Israël, un déclin autoprogrammé. Merci d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour. Bonne continuation, à bientôt. Quant à moi, je vous retrouve... Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Ne restez donc pas trop éloigné de Al 24 News et je compte sur vous. Encore à demain et le jour suivant. Bonne soirée.